j'ai vraiment négligé le confort. En fait, j'ai tout misé sur la nourriture. J'ai visé au départ d'avoir le sac le plus léger possible, tout en respectant les 6,5 kg qui étaient obligatoires au départ. J'avais pas de matelas, j'avais pas de tenue de rechange, j'avais tout juste de quoi me laver. Enfin voilà, le fait de dormir par terre sur le sol dur, ça, j'ai vraiment eu du mal. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Marilyn est une ultra-traileuse qui a remporté l'édition 2023 du mythique Marathon des Sables. Cet épisode, c'était bien sûr l'occasion d'échanger sur sa vie et son parcours d'athlète, mais aussi et surtout de vous proposer un compte-rendu d'une course de légende. Marilyn est une athlète Simalp, le sponsor de cet épisode. Simalp, c'est une marque française créée en 1964 par des amoureux de montagne pour des amoureux de montagne. Ils conçoivent des équipements de trail, d'alpinisme, de ski ou encore de randonnée, donc c'est assez varié mais ça reste toujours dans l'univers de la montagne. Ils mettent l'accent sur la technicité, la durabilité, l'innovation et l'accessibilité de leurs produits, ce qui est plutôt pas mal pour nos portefeuilles. Personnellement, j'adore le matos outdoor, je réalise des tests pour plein de marques différentes depuis plus de 10 ans, donc je reconnais un produit de qualité quand j'en ai un entre les mains. Dans le cas de Simalp, j'ai eu l'occasion de partir en montagne avec plusieurs de leurs pièces emblématiques. Première couche, veste isolante, veste étanche, short pantalon, et franchement, ça n'a été que de bonnes expériences. Les produits sont bien pensés, c'est robuste, et en plus, c'est français. Un détail que j'adore, ce sont les pictogrammes qui présentent les caractéristiques techniques de chaque produit, isolant, étanche, anti-odeur, etc. Ce qui est super pratique lorsque, comme moi, vous commencez à avoir pas mal de vêtements dans vos placards et que vous vous y perdez. Simalp commercialise en direct sur internet, ce qui leur permet d'offrir des tarifs très compétitifs. Donc foncez faire un tour sur leur site simalp.fr, CIMALP.fr. Excellente écoute à vous les frappés. Je pense que ça serait d'ailleurs ma première question. La van life, pourquoi la van life en tant que sportive professionnelle ? Oula, alors déjà, je suis pas professionnelle. Je vis pas de ma passion aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi la van life? Parce que c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Et puis un jour, moi, quand j'ai une idée en tête, c'est fini, il faut que je le fasse et c'est pas autrement. Donc, je me suis lancée, j'ai acheté le van. Enfin, j'ai revendu mon appartement, toutes mes affaires, la plupart, soit données, soit revendues, soit mis de côté chez la famille, mais bon, pas grand-chose. Et j'ai eu un coup de cœur pour un van chez Volkswagen. Donc voilà, je l'ai acheté et pour vivre dedans. Le mythique California, c'est ça que tu as pris ? Exactement, ouais, un peu plus Trop bien. nouveau parce que c'est une nouvelle version. Mais oui, c'était mon rêve. En fait, ma tante, elle en avait un et j'étais déjà partie avec elle. Et voilà, j'adore ça. Et c'est elle qui m'a donné un peu le goût de la van life. Génial. Alors, sportif professionnel, j'étais convaincu que tu l'étais, vu le nombre de courses auxquelles tu Non. participes, tes résultats, etc. C'est quoi ta situation du coup ? Alors, en fait, au départ, j'étais ingénieure en matériaux dans une grosse société il y a un an. Et je me reconnaissais pas du tout enfin plus en tout cas dans ce que je faisais. Ça ne me plaisait plus vraiment. Je partageais plus trop les mêmes valeurs avec ce métier en tout cas. Et donc, j'ai négocié un départ à l'amiable pour pouvoir reprendre des études et une formation en parallèle. Donc, aujourd'hui, je fais des études de BTS
et aussi une formation d'entraîneur en athlétisme. Donc, mon objectif serait D'accord. d'être coach sportif et coach en nutrition sportive. Moi, je le suis déjà plus ou moins, on va Ok. dire, en parallèle. Ouais, ce que j'allais dire, c'est des domaines dans lesquels on va dire que tu es quand même pas mal déjà crédible, non? Je sais pas, mais bon, j'essaie de l'être en tout cas. Ok. Et comment est-ce que tu as amorcé ce virage, tu vois, entre une carrière professionnelle, enfin ingénieur en sciences des matériaux avec une spécialisation sur les satellites, c'est ça, j'ai vu ou pas du tout? En fait, non, en fait, j'étais ingénieur matériaux. Le précédent, j'ai travaillé 2 ans pour les satellites, mais plutôt enfin, en fait, c'est la même boîte. J'ai été mutée des sonars, en fait, sonars militaires aux satellites, et après, je suis revenue aux sonars. Donc, dernièrement, c'était plutôt les sonars militaires. D'accord. Ok, ok. Mais c'était le même Et la cœur de place du métier, on va sport, du dire. coup? Vas-y. Toujours fait un peu de sport, mais bon, pas à gros niveau depuis que je suis jeune, hein. Je suis assez hyperactive, j'adore la nature, etc. Donc, j'ai fait au départ tout un tas de sports. Je suis passée par la natation, de la boxe, du tennis, enfin un peu de tout, sans jamais vraiment accrocher sur un sport en particulier. Et puis, j'ai commencé à courir petit à petit, au départ avec mon ex qui s'était mis à courir aussi, mon ex-mari. Donc, on avait couru et lui, il a arrêté. Et moi, ben, j'ai été prise de passion et j'ai continué. Et voilà, j'ai augmenté petit à petit les distances. J'ai couru avec les collègues de boulot et j'ai fait mes premières compètes. Et voilà, donc grande passionnée. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, soit je le fais pas, soit je le fais à fond. Et voilà, donc je le fais à fond. Génial. Mais qu'est-ce que tu dis, enfin, tu dirais que c'est quoi que tu as trouvé dans le trail qui fait que tu as accroché versus toutes les autres disciplines tu vois, que tu avais pu tenter et où visiblement bah, il n'y avait pas eu ces atomes crochus? C'est une bonne question. Je pense que pour moi, courir, c'est plus naturel que d'autres sports beaucoup plus techniques. En fait, les sports techniques, je suis nulle. C'est pas mon truc. Même la natation, j'adore nager, mais j'ai pas les bons mouvements, donc je vais pas vite. Mais après, je serais capable de nager pendant des heures, mais j'ai vraiment pas les bons mouvements. Les sports d'équipe, c'est pas trop mon truc non plus. Et donc la course à pied, je trouvais que c'était, je sais pas, naturel pour moi de courir. Et voilà, et d'autant plus que bah, être à l'extérieur, j'adore ça. Donc c'était naturel au final pour moi de courir. Et après, je me suis demandé pourquoi je l'avais pas fait avant au final. J'ai Ouais. pas. Et tu disais que tu avais, petit à petit allongé les distances, Oui. et du coup, j'ai envie de te poser un peu la même question, tu vois? Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'allonger? Et je te la pose, bah, parce que récemment, j'ai échangé avec, quelqu'un que tu connais très bien, Alexia, Coudray, qui fait aussi Oui. partie de la team, Simalp et qui elle, pour le coup, avait plutôt envie de rester sur, des distances plus courtes, de mémoire, plutôt entre 10 et 30 kilomètres et c'est là-dedans qu'elle s'éclate et elle prend, voilà, elle fait beaucoup de prend beaucoup de dossards, quasiment une soixantaine l'année dernière, donc vraiment Toutes les énorme. semaines, un ou deux dossards, oui. Ouais, voilà, donc ce qui est quand même, franchement en termes de rythme assez hallucinant, et elle disait justement qu'elle, bah, voilà, le fait de monter dans les distances, ça l'attirait pas forcément. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'aller, explorer, on va dire, des courses de plus en plus longues? Euh, je me sens bien en fait à partir d'un. Enfin, je prends vraiment du plaisir à courir. C'est à partir d'un certain moment. Au début, je suis en fait plutôt un diesel, un vieux diesel. OK. Donc il me faut un petit moment pour me mettre dans le truc et me sentir bien. Il y a ça et bah, le fait aussi que bah, je suis pas performante et pas puissante au niveau rapidité. Donc le trail court, généralement, voilà, je me fais démonter et j'arrive. Enfin, en tout cas, au niveau, c'est plus difficile pour moi parce que je suis pas une rapide comme certaines peuvent l'être. Je OK. suis plus endurante que rapide depuis toujours, hein, depuis que je suis jeune et voilà. Mais c'est vraiment le fait que j'ai besoin de courir longtemps pour me sentir bien et vraiment avoir ma dose de sport. J'ai eu un invité il y a pas très longtemps qui fait lui de l'ultracyclisme, Steven, le Yarrick et qui me disait que en fait lui ses courses, elles commencent au bout de 1 000 kilomètres.
Tu vois, Ah, ce qui paraît, voilà, on va dire qu'au bout de 1000 kilomètres, le diesel est chaud et là, il peut se lancer. Est-ce que oui. toi, tu as un peu un point de repère comme ça, tu vois, que ce soit en distance ou en nombre d'heures passées sur la course où tu Euh, te dis, sur allez, là, une c'est compète, bon? ouais, sur une compète, c'est, ouais, je dirais au bout de 2 heures, je commence à être dans mon élément. Ok, Mais ok, à vélo, ok. c'est pareil. Au final, j'adore faire du vélo, mais je vais pas vite. Mais je suis capable. Tu vois, il y a 2 jours, je suis allée voir mon frère. J'ai fait 200, presque 200 bornes. Ah ouais, oh punaise. Donc, Ok. mais je vais à la même vitesse en fait que je fasse 200 bornes ou que je fasse 2 heures de vélo. C'est pareil pour moi. Ok. Parce que d'un point de vue, j'aime bien sur le podcast, tu vois, explorer un petit peu aussi évidemment les performances physiques, c'est toujours super impressionnant et on va en parler. Tu as un palmarès qui est vraiment impressionnant. Mais je suis aussi toujours un peu curieux, tu vois, enfin, de l'aspect mental, de comment est-ce que tout ça se met en place, notamment dans les épreuves. Toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pourquoi 2 heures? Est-ce qu'au bout de 2 heures, c'est physiologique, c'est-à-dire tu sens que voilà, ton corps est lancé, tu as un rythme dans les jambes et tu peux exprimer ton plein potentiel? Ou est-ce que c'est psychologique où tu te dis, OK, là, ça y est, c'est bon, je suis dans la course, je lâche les chevaux et le corps suivra ou pas d'ailleurs, peut-être que des fois tu exploses. Mais c'est quoi? C'est plutôt physique, c'est plutôt mental, c'est un mix des deux? Tu arrives à le dire ça? Je pense que c'est un mix des deux. Alors déjà, je déteste les départs et les 30 premières minutes de course parce que ça part très très vite. Et Ouais. moi, je suis incapable de partir très vite et j'aime pas ça. Donc, ça me stresse. Je les vois partir. J'ai dit, oula, mais elles sont trop fortes, ces filles-là, ou ces garçons. Et ils sont partis à toute allure. Je vais me prendre la. Enfin, voilà, je vais arriver dernière. Enfin, pas dernière, mais bon, je vais. C'est pas ma course, c'est fini. Enfin, le niveau, il est trop haut. Voilà. Après, je commence, bien sûr, ceux qui sont partis trop vite. Bon, il y en a qui performent, qui restent devant, mais il y en a beaucoup qui finissent par craquer rapidement au bout d'une heure ou deux. Donc, c'est là aussi que je commence à rattraper. Et psychologiquement, ça me fait du bien. Je me dis, ah ben non, finalement, ceux qui sont partis trop vite, ils n'ont pas géré et je vais pas finir à la ramasse. Donc, il y a déjà ça. Et aussi, je pense, physiologiquement, je me sens, ouais, je commence à trouver mon rythme au bout d'un certain moment. OK. Au début, sont toujours difficiles. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis sur l'aspect psychologique où finalement ça fait du bien de rattraper tous ces gens qui sont partis à fond. Ah, mais c'est toujours pareil Heu sur toutes les courses et à chaque fois, ça fait la même chose. Je suis pas bien au début. Ouais, donc ça, c'est quand même un bon tip, tu vois? Moi, je sais que j'ai plutôt tendance à me laisser aussi emporter sur les quelques courses que je fais par le rythme effréné au départ où tu dis: «Punaise, mais c'est pas possible, je suis pas en canne ou le niveau est vraiment trop élevé, comment ça se fait que tout le monde court aussi vite?» Et puis à l'inverse de toi, généralement, moi, je me laisse entraîner et je finis par exploser donc voilà, il faut que je mette en pratique ce que tu sais faire visiblement très, très bien. Il faut être très patient sur les ultras, en fait. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as développé de manière, empirique ou, comment ça s'est fait en fait d'ailleurs, on va dire ta montée en puissance sur l'ultra, sur le trail en général? Est-ce que tu as été rapidement accompagné? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression en tout cas d'un point de vue pro, tu es en train de, voilà, d'amorcer un virage, donc ça se structure de ce côté-là. Mais côté sportif, est-ce que tu as un suivi, une équipe, d'un point de vue, tu vois, coaching, je sais pas, sportif, des diététiciens et cetera? Est-ce que tout ça est déjà en place ou ça se construit au fur et à mesure encore? Aujourd'hui, j'ai un entraîneur qui me suit, donc Gérard Lopez, qui est dans mon club. En fait, comment c'est venu? Je cherchais pas du tout ça au départ. Je faisais mes petits trails régionaux, etc. Je commençais à gagner certaines courses et à bien m'amuser et voilà. Et puis un jour, il y a donc Samuel Bonodo, qui est mon ancien coach, qui est venu vers moi en me disant qu'il aimerait bien me coacher parce qu'il voyait qu'il pouvait faire quelque chose avec moi. Voilà, parce que je m'entraînais vraiment au feeling, je courais un peu, maximum 1 heure et demie. Mes sorties faisaient maximum 1 heure et demie, hein, pas plus. Et Ah oui. par contre, je me régalais en compétition à faire des longues distances. Mais moi, je n'avais aucun entraînement structuré ou quoi que ce soit, hein. Je courais entre midi et deux, le soir ou le matin, et voilà. Un peu de vélo, un peu de natation parce que j'aimais bien.
Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui et ben, ça s'est très bien passé. Et j'ai commencé à suivre voilà, ses plans. Et finalement, ben, je trouvais que c'était bien parce que c'était ludique, ça changeait un peu d'être toute seule et d'avoir quelque chose. Enfin, j'avais plus à trop réfléchir qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Est-ce que je cours comme ci? Est-ce que je cours comme ça? Donc, je suivais ses plans et voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et donc, il m'avait fait énormément progresser à l'époque. Et notamment, j'avais gagné les championnats de France en 2018. Et puis, bon, finalement, on a pris, avec Samuel, on a pris des chemins un peu différents, même si ça se passait très bien. Et du coup, je suis allée vers un autre entraîneur qui est Gérard Lopez aujourd'hui, qui me suit. Et voilà, donc finalement, j'y ai pris goût et je continue à suivre ses entraînements, même bon, si des fois il craque un peu avec moi parce que j'ai tendance à en faire toujours un peu plus. Oui, j'ai lu ça. Visiblement que tu pas trop fan des périodes de repos. J'ai vraiment du mal avec le repos. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire et ce que je ne conseillerais pas de faire, mais personnellement, j'ai vraiment du mal avec le repos. En Donc, fait, bah, le repos, ce que j'ai compris, c'est que, donc tu as tes entraînements pour le trail et qu'à côté de ça, bon, bah, comme tu es une amoureuse d'outdoor, de montagne, quand tu es supposée être en repos, en fait, il se passe quoi? C'est que tu pars faire des treks, ou ce genre d'activité, c'est ça? oui, ou je vais voir mon frère à vélo qui a 200 km Ouais, d'ici, ou voilà, ma c'est ça. tante, ou je vais nager, je vais traverser le lac de l'autre côté, et voilà. Enfin, après, c'est pas des trucs violents, mais bon, ça me fait vraiment du bien, j'en ai besoin. Et les jours où je fais rien, bon, j'en ai quelques-uns, hein, c'est très difficile pour moi. OK, OK, Donc, OK. ben voilà, il s'habitue avec ça, il fait avec ça, mais bon, il m'engueule un peu des fois. Il a Et raison. est-ce que tu penses que c'est peut-être ça qui fait la différence? Parce que bon, là, tu nous as juste parlé des championnats de France que tu de trail long que tu as gagné en 2018, mais il y a eu quand même pas mal d'épreuves, dont une assez récente quand même, dont on va parler, le marathon des sables que tu as remporté. Heu, tu penses que c'est le fait que tu aies ces entraînements croisés ou en tout cas un rythme, même s'il est pas forcément, violent à l'entraînement, dans le sens où voilà, c'est pas des séances d'intervalle que tu enchaînes, que tu enchaînes, que tu enchaînes, mais les treks, c'est peut-être un peu plus doux, le vélo aussi. Et est-ce que tu penses que c'est le volume que tu fais qui te permet d'avoir ces résultats quelque part? Même si tu le recommandes pas de pas trop avoir de repos? Je sais pas, parce que si je me reposais plus souvent, je sais pas ce que ça ferait au final. Ouais. Après, la plupart des athlètes élites, ils ont peut-être plus de périodes de repos que moi et il y en a qui performent beaucoup plus. Donc, je sais pas, c'est juste que moi, j'en ai besoin, que j'adore ça et j'ai besoin d'être à l'extérieur, j'ai besoin de bouger et que je me sens pas bien si je ne fais rien. Mmh. Après, non, je sais pas du tout si ça y fait quelque chose ou pas. Bon, après, OK. rien qu'avec les entraînements, parfois que me fait mon coach, il y a des gros volumes. Donc, pendant les grosses périodes, j'en fais pas plus, hein, je fais ce qu'il me dit Ouais. et voilà, il me fait déjà bien bosser aussi. Excellent. Donc je l'évoquais, récemment, récemment il y a eu une grosse épreuve, le marathon des sables, qui est quand même maintenant, j'aurais envie de dire, je suis pas un spécialiste comme toi, mais peut-être autant médiatisé, aussi connu que l'UTMB, même si c'est des épreuves assez différentes, mais on en entend quand même, beaucoup parler. Donc cette épreuve, bah, tu l'as remportée, 1re féminine. Ce qui était d'ailleurs, c'était ta première participation, hein, si je me trompe pas? Tu étais déjà allé Oui, au Maroc, mais pour le MDS, c'était la première fois? oui. OK. Et ben, écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous en dises un petit peu plus. Comment déjà, peut-être qu'est-ce qu'elle représentait, pour toi, cette course, avant que tu en prennes le départ? Et puis, bah, comment est-ce qu'on se prépare, à une épreuve comme ça? Alors, le désert, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée et je ne sais pas pourquoi. J'en parlais tout le temps, même quand je courais pas. Mon rêve était de traverser le désert. D'ailleurs, j'ai retrouvé un livre que m'avaient offert mes colocs quand j'étais en école d'ingénieur, qui était sur le Sahara et qui disait: j'espère que tu réaliseras ton rêve un jour. Donc voilà, donc quand j'ai commencé à courir, c'est une des épreuves bah, qui m'a attirée aussi, sauf que c'était pas évident d'y aller parce que c'est un gros budget. Et donc j'ai dû attendre d'être un peu plus connue entre guillemets et de pouvoir être invitée pour la course. OK. Et donc voilà, ça s'est fait la dernière comme ça. Et bien sûr, j'étais hyper ravie de pouvoir la faire.
Après, au niveau de la prépa, j'avoue que ça m'a beaucoup stressée parce qu'en fait, moi, je me suis un peu préparée, pas à la dernière minute, mais bon, peut-être j'ai commencé vraiment à finaliser mon sac 2 ou 3 semaines avant, alors qu'il y a des gens qui l'avaient fait Ah depuis oui. déjà un an et qui avaient déjà tout pesé, tout réglé et tout mis dans le sac. Et le sac était déjà tout prêt. Parce que bah, quand c'est pour la première fois, c'est pas évident parce que chacun donne des conseils différents. Hmm. Donc j'en ai pris un peu partout, des conseils, et j'en ai pas mal aussi pris des personnes avec qui j'allais partager la tente, hein, que je connaissais pas, mais dont voilà on avait été mis en contact. Et j'ai essayé de faire un sac un peu en prenant enfin, le sac et la prépa, c'est mon entraîneur qui a géré plus ou moins, mais oui, enfin, oui, surtout au niveau matériel, je savais pas du tout quoi faire et bon voilà, je suis partie avec quelques conseils et j'ai un peu adapté. Après au Oui, parce niveau que de la, peut-être s'il y oui, en a qui connaissent pas, enfin, qui sont pas trop familiers du détail de l'épreuve, en fait, c'est une course à étapes. Donc ça veut dire que, bah, tous les soirs, les concurrents se retrouvent dans une sorte de village athlète, où il y a des tentes qui sont dressées et où tout le monde peut se reposer avant de repartir le lendemain, tout le monde à la même heure. Donc c'est pas une course, où le chrono est enclenché, sur la ligne de départ et arrêté, sur la ligne d'arrivée, en mode non-stop. Il y a des étapes. oui, c'est ça. En précisant, c'est une course en autonomie complète. Et l'organisation nous fournit en fait que l'eau et bah, les tentes berbères. Tout le D'accord, reste, OK. c'est sur le dos. OK, et donc t'as pas de sac d'allègement ou autre? C'est-à-dire que le matos Non, avec lequel tu non, non, pars, tout tu le gardes est, jusqu'au bout? c'est ça. D'accord, ah ouais, Et OK. on n'a même pas le droit de s'en débarrasser, tout est contrôlé. Enfin, il y a des vérifs de sac pour pas, bah, je sais pas s'il fait trop chaud, on ne laisse pas un pull quelque part dans la poubelle, quoi. Il faut le garder du début à la fin. D'accord, OK, ouais, donc c'est quand même un Donc c'est pour paramètre, ça que c'est très compliqué de préparer ouais, son sac. et ouais, ouais. Parce que c'est quoi du coup, les spécificités d'une course comme ça dans le désert? C'est les écarts de température, c'est le sable qui s'insinue partout, c'est la répartition du poids avec l'eau? C'est quoi un peu les enjeux, auxquels tu étais pas trop habitué, pour faire ce fameux sac? Ah bah, en fait, j'étais pas habituée à grand-chose, hein, alors oui, déjà, on peut parler du sable. Donc bon, moi, pour ma prépa, je suis allée m'entraîner 2 semaines en Camargue. OK, La plage de l'Espiguette, c'est une plage qui est immense et bon, c'est pas tout à fait le Sahara, mais bon, disons que ça m'a pas mal aidé. Donc j'ai testé les guêtres, j'avais jamais mis des guêtres. Quelles chaussures mettre? C'est compliqué. Est-ce qu'on met des chaussures de trail, des chaussures de course à pied? Donc ça, c'est pareil, c'est partagé. Il y a tous les avis. Quelles chaussettes? Parce que c'est hyper important. Est-ce que je vais avoir des cloques, pas des cloques? Généralement, j'en ai pas sur les trails, enfin, ou très peu. Et puis là, à la fin, enfin, j'ai énormément souffert des pieds. parce que l'enjeu, pardon, je te coupe Marilyn, mais sur ce point en particulier, l'enjeu du coup, c'est quoi? C'est est-ce que qui est, de minimiser au maximum les grains de sable qui rentrent? Ou est-ce que tu as des gens qui se disent l'inverse, c'est-à-dire, limite j'y vais en sandales, comme ça, ça rentre mais ça sort tout de suite? Et je te demande parce qu'en fait il y avait un peu cette problématique sur une course en Écosse, où tout est tout le temps mouillé et donc il y avait un peu 2 écoles, donc c'est un extrême inverse, hein, là c'était pas le sable, c'était l'eau. 2 écoles, il y en a qui disaient: «Bah, il faut absolument que en gros mes pieds soient au sec, donc j'essaie de les rendre, étanches, au maximum les chaussures», et d'autres qui disaient: «De toute façon ça va rentrer, donc autant, mettre, voilà limite, les chaussures que tu mets pour aller marcher, dans les rochers au bord de l'eau», tu vois? C'était un peu les 2 extrêmes, donc je me demande si c'était comme ça aussi, si c'est comme ça pour le sable ou si le fait de laisser rentrer le sable, c'est un non-sujet et qu'il faut absolument que tu rien qui rentre. Alors moi, j'ai vu personne sans guêtre. Alors j'ai peut-être pas fait attention. Il y OK, en avait peut-être un ou deux parce qu'on était beaucoup, beaucoup, hein, mais même les Marocains, ils ont des guêtres. Après, les guêtres, c'est très, très efficace, hein. Au final, c'est pas le sable qui m'a donné les impôts, je pense pas. J'avais très peu de sable dans les chaussures ou alors c'était vraiment minimisé parce que maintenant, ils font vraiment des systèmes de guêtres au top. Ce qu'il y a, c'est que bah, quand on a les guêtres, on transpire, on a les pieds tout, eh oui. enfin, voilà, c'est avec 45 degrés, 50 degrés qu'on a eu.
Mes pieds n'étaient pas habitués là-dessus. Et puis même, on a quand même peut-être quelques grains qui rentrent et les pieds restent sales puisqu'on ne se lave pas complètement, on ne peut pas se laver. Même si on les nettoie un peu, voilà, les pieds ne sont pas nickel. Donc quand on remet des chaussures, ça peut frotter quand même. Et non, ouais, je pense que c'est plus la chaleur et l'humidité qui ont fait que mes pieds étaient un peu bousillés à la fin. Et aussi le fait que je fais L'humidité du fait de la transpi, hein, c'est ça? Parce la qu'autrement, il fait transpiration et complètement aussi sec. je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais fait une grosse connerie, c'est-à-dire que quand je me mouillais la tête au ravito ou même le matin, je mouillais les pieds et c'est ce qu'il fallait surtout pas faire. Ah ouais, OK. Voilà. Et donc c'est pas évident de prendre une grosse bouteille, de se mouiller complètement parce qu'il faisait tellement chaud et il aurait fallu que je fasse vraiment attention à pas mouiller les pieds. OK. Et voilà. Mais Super j'ai intéressant. jamais autant souffert des pieds. Je sais pas comment j'ai pu recourir le lendemain parce que bon, les 2 premiers jours ça allait, le troisième ça a commencé, le quatrième c'était arrivé au bout de l'étape, j'avais des pieds en feu. Heureusement, sur le bivouac, on a vraiment des bons podologues qui étaient là. Il y en avait peut-être une quinzaine qui étaient là exprès. Les gens, ils faisaient la queue pour OK. aller au podologue. Hein. Et moi, j'ai eu la chance que j'arrivais dans les premières, donc j'y allais tout de suite. Et voilà, j'attendais pas trop longtemps, mais ils faisaient des miracles. Ils mettaient des pansements, ils mettaient ils enlevaient les cloques, ils désinfectaient. Et le lendemain, j'arrivais à courir, mais je sais pas comment. Parce que la dernière étape, à la fin du marathon, j'ai énormément souffert des pieds. En plus, les pieds gonflent avec la chaleur, donc ça aide pas. Et oui, c'est ce que j'allais te demander, oui. Ça aide pas. Et on Oh fait de la punaise, rétention OK. d'eau aussi, plus ou moins, parce qu'on prend beaucoup de pastilles de sel aussi pour justement pas trop évacuer l'eau pour la garder. Et ça, bon, ça a des avantages et des inconvénients aussi. Donc, Ouais. perso, OK, à la donc fin, tout à la fin, j'avais les pieds qui avaient doublé, mais après la course. Avant, ils ont plutôt tenu bon. Et j'ai dû porter des claquettes pendant une semaine. ah ouais, oh punaise, OK. C'était peut-être une des pires vis-à-vis des pieds. OK. OK, donc le sable, l'enjeu, c'est que ça rentre Donc, il y pas, avait le mais sable, ouais, déjà. ouais, Et au final, les pieds ont bah, au souffert final, et les j'arrivais quand même à courir, mais bon, il fallait pas y penser, quoi. ouais, ouais. Mais Parce le que tu pire, cours, oui, j'imagine que pour arriver première féminine, tu cours, quasiment tout le temps. C'est quoi le ratio marche, course alors, sur une ouais, je sais pas, non, en temps normal, parce que bon, à l'étape de 90, j'ai quand même eu un gros coup de fatigue. Je sais pas, c'est peut-être 90% de course, pour ah moi en tout ouais, cas, mmh, et 10% de marche. waouh! Sauf Ah ouais, l'étape du 90 où il y a des portions où j'aurais pu courir, mais j'étais presque en hyperthermie, je sais pas comment on dit. Et j'ai eu un moment donné où j'ai marché alors que c'était plat et que j'aurais pu courir parce que j'étais vraiment, vraiment pas bien et que j'avais trop chaud. et cette Mais étape, tu peux me rappeler? Je j'arrive jamais à me souvenir, c'est le oui, 4e jour, c'est ça? c'est le quatrième jour, oui, parce qu'il y a 5 étapes plus une étape solidaire. Et elle faisait cette année, en plus, ils nous ont gâté 90 km. Waouh! OK, En sachant que, contrairement à ce que tu disais au début, sur l'étape de 90 et sur l'étape de 45 km, ceux qui sont un peu plus forts partent après les autres. ah d'accord, OK, Donc, on est parti vraiment quand il faisait très, très chaud. Les OK. premiers, alors je sais plus, je crois qu'on est parti à, je sais plus, c'était 10 heures, alors que les autres étaient partis à 7 heures, des Ah choses comme ouais, ça. ouais. Donc il fait déjà, quoi, une trentaine de degrés quasiment à 10 heures. Et, oh, faut même plus, hein, il faisait peut-être 35 degrés déjà. Oh punaise, OK. Et l'étape du marathon, on est parti une heure après. En fait, c'était pour pouvoir, comme on était pas beaucoup à partir de après, c'était pour pouvoir avoir du monde tout le long, quoi, que les gens ils nous Ouais, encouragent. Enfin, en tout cas, au début, qu'on se retrouve pas tout seul tout de suite. ouais, ouais, d'accord. Oui, Et aussi peut-être qu'on que d'un point de puisse, vue sécurité, il y a ça, et le c'est fait qu'on arrive aussi la nuit, ce qui est super sympa, ça. OK. OK, donc premier gros paramètre, le sable, Le sable, mais à l'hydratation, la limite, c'est pas ce qui m'a gêné le plus. Le pire, c'était la chaleur. ouais. La chaleur, déjà à cette époque de l'année, on n'est pas vraiment habitué, même si j'habite dans le sud. Et d'autre part, on a eu des températures de canicule marocaine, enfin, je sais pas comment on dit,
où ils ne s'attendaient pas à voir ça non plus parce que ce sont des températures plutôt juillet-août d'habitude, alors que là, on Ah ouais. était en avril-mai. Et donc, même, on avait tout le temps chaud, on a eu entre 45 et 50 degrés la journée et même la nuit, c'était d'habitude, les autres années, les gens prenaient presque une doudoune et ils avaient froid. Il faisait peut-être 5 degrés, 10 degrés max. Et cette année, non, il faisait encore 30 degrés la nuit. Donc, Oh, ben, punaise. c'était pas évident à récupérer. Ouais, ce que Et le j'allais dire pire, en termes de il y récup. a, il y a ça. Et puis, l'eau qu'ils nous fournissait était tout le temps bouillante. Donc, on buvait de l'eau chaude tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tellement que, bah, à la fin, que si on pouvait pas faire de feu pour faire chauffer de lyophilisé, il n'y avait pas besoin, quoi, en fait. On mettait Mais direct non. dans. Ah, si, direct dans le lyophilisé, ça, c'était déjà chaud. Il n'y avait pas forcément besoin de faire le feu. Ah Elle ouais. était bouillante. Oh Donc, ça punaise. écœure. Donc, on se Oh force là à boire là, quand ok. même, parce que si on boit pas, on est mal. Mais voilà, Ouais. Ok. c'était pas évident. Donc, Donc, ça, c'était le pire. ouais, et C'était puis, ouais, même en vivant dans le sud, comme tu dis, compliqué de s'habituer. Enfin, comment tu peux t'entraîner à courir par 45 degrés autrement qu'en allant sur place? C'est compliqué, Ah, non? bah, je sais Tu pas, cours c'est couvert ou compliqué. non, tu peux pas? Et après, je sais pas s'il y en a qui font du sauna ou des trucs comme ça. Mais même, il y a que les Marocains qui sont là depuis qu'ils sont petits qui sont habitués à ça. Même si Ouais, tu vas y aller 2 semaines, je pense que quand tu reviens en France, tu te déshabitues tout de suite. Toi, ouais, ouais. il faut être né là-bas. Ouais. Et donc, du coup, Ok. l'eau était très difficile à gérer parce que même moi qui suis pas une grosse buveuse d'eau sur les trails, je bois très peu. Il y a des fois, je suis arrivée à sec au ravito alors qu'ils étaient espacés peut-être de 10 à 12 kilomètres. Donc ça veut dire qu'en termes de consommation, tu étais à combien, sur 10 Alors, kilomètres par exemple? moi, je vais à 1,5 litre et demi pratiquement parce que bah, j'avais deux flasques de, non, même pas de 1,2 litre, donc ouais, 1,4 litre. Il y en a qui prenaient carrément la deux. En fait, on avait droit à une ou deux bouteilles d'eau de 1,5 litre sur les ravitaux. On pouvait en D'accord. prendre plus, c'est vraiment voilà, pour les marcheurs qui mettaient beaucoup de temps, mais on avait des pénalités. Donc, ce que je faisais, comme j'avais que deux flasques de 1,4 litre, parce que je ne m'attendais pas à boire autant, et la grosse bouteille, j'avais pas envie de me la porter, je savais pas comment la porter. Il y en a qui avaient des systèmes pour avoir les deux grosses bouteilles sur eux, mais je sais pas trop, voilà. Donc, je me servais d'une bouteille pour me mouiller complètement et une bouteille que je buvais et je remplissais mes flasques. OK. Mais c'était pas assez. C'était difficile. Punaise, OK. Donc, l'hydratation, un gros sujet aussi et bah, tu as un peu répondu, mais j'allais te demander du coup sur la récup, comment est-ce que ça se passe? Parce que tu partages la tente, donc j'imagine que pas tout le monde, se couche au même moment, qu'il y en a peut-être qui Oh, on discutent et était, cetera, dès qu'il faisait nuit, généralement, on dormait, hein. Enfin, on dormait. On Ah essayait ouais, de dormir. OK, Et dès qu'il faisait jour, on était levé de toute façon. OK, Mais j'avoue que je pense que j'ai pas pratiquement pas dormi. Alors il y ah avait ouais? l'adrénaline, enfin comment on dit, les endorphines de la course. Parce que généralement quand je fais un trail le soir, je dors jamais une compétition. Et là, bah, vu que c'était tout le jour, bah, j'ai très peu dormi. Il y avait ça, le fait que j'ai eu, j'ai vraiment négligé le confort. En fait, j'ai tout misé sur la nourriture. Enfin, j'ai visé au départ d'avoir le sac le plus léger possible, tout en respectant les 6,5 kg qui étaient obligatoires au départ. Mais OK. pour cela, bah, j'ai vraiment négligé le confort et j'ai tout misé sur la nourriture, ce qui est bien aussi. Mais disons que bah, j'avais pas de matelas, j'avais pas de tenue de rechange, j'avais tout juste de quoi me laver. Enfin voilà, c'était un peu cradoc, mais c'était pas grave. On était tous dans le même cas, on va dire. Mais ouais, le fait de dormir par terre sur le sol dur, ça, j'ai vraiment, vraiment eu du mal. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, à la limite, Alors, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait fait chaud la nuit parce que sol dur, un peu pierreux, s'il fait 5 degrés, tu es congelé, c'est un bloc de glace, en fait. peut-être, oui. Et bah, il y avait deux écoles aussi. Il y en a qui me disaient non, c'est pas la peine. Il y en a qui me disaient il faut prendre un matelas. Donc, bah, j'ai fait le choix de pas du tout en prendre. Après, il y en avait des extra light. Hein, maintenant, je pense que si j'ai à refaire, j'en prendrai un extra light. Ouais. OK, Mais bon. ouais, il y avait ça et le fait qu'il fasse très chaud la nuit aussi. Donc, c'était pas évident. Et est-ce que la chaleur plus les conditions,
tu vois, le manque de repos, etc., ça a eu un impact sur ta stratégie de nutrition ou même, tu vois, sur la digestion, etc. Ça s'est passé comment de ce côté-là? Euh, Pas forcément. Généralement, que ce soit sur les trails ou n'importe quoi, j'ai pas du tout de soucis pour m'alimenter. Je suis capable de manger n'importe quand et n'importe quoi. Après, j'avoue qu'avec la chaleur, c'était pas. Enfin, mais même les lyophilisés, on était tous un peu écœurés de ce qu'on avait emmené, donc c'était pas Ouais, évident. Donc, bah, on se force quand même pour pouvoir. Enfin, moi, je me force en tout cas et pour récupérer le max possible et pour le lendemain. Après, bon, autant le lyophilisé, j'avais pris. Maintenant, il faut des choses très légères avec beaucoup de calories. Donc, j'ai vraiment privilégié le rapport calories sur le poids le plus grand possible. C'était pas forcément très bon et c'était un peu toujours la même chose, mais bon, voilà, ça me permettait quand même d'avoir quelque chose dans les estomac. Par contre, sur les ravitaux de course, ça, j'en avais pas assez du tout. Et même tout m'écœurait aussi, hein, c'est quand il fait chaud comme ça. Il ouais. n'y a pas de ravito du tout en nourriture. Donc, bah, même pour le 90 km, on ne peut pas prévoir plus que, je ne sais pas, 5 bars, 6 bars, quoi, max. Parce que après, Ah bah, c'est très ouais. lourd. C'est très, très lourd. Et puis même, quand il fait chaud comme ça, j'avais du mal à manger des bars, à manger, même s'il y a des choses très, très bonnes, notamment chez NAC, que j'ai utilisé, les petites gaufrettes et tout ça, ça passait encore. Mais sinon, c'était pas. Il aurait fallu peut-être des choses un peu comme de la compote, des choses qui passent bien, mais on ne peut pas se permettre de prendre de la compote parce que c'est trop lourd. Ou Ouais. alors, si j'ai pensé peut-être à après, mais peut-être plus de compote lyophilisée aussi, ça existe. Des compotes lyophilisées? Ah Oui, ouais, ça ok. existe. Donc, mais par contre, après, il faut gérer l'eau, il faut mettre dedans. Enfin, voilà, c'est pas forcément évident. Et puis, Ouais, la compote, ça reste peu calorique, donc c'est pas l'idéal non plus. punaise. Donc, ouais, c'est quelque chose à optimiser, ça, les ravitaillements pendant la course. C'est super intéressant parce que je trouve, tu vois, des épreuves comme ça qui sortent vraiment, en tout cas, de l'ordinaire de coureurs, on va dire, en France ou en tout cas, qui ne sont pas des coureurs marocains. Bah, il y a tellement de zones finalement que tu ne maîtrises pas ou auxquelles on n'est pas habitué que c'est riche en apprentissage. Est-ce que tu dirais qu'il y a justement, tu vois, qu'il y a que tu as gagné en expérience sur des aspects de gestion de course, etc., qui te serviront, même si c'est pas sur un marathon des sables, avec toutes les spécificités d'une course comme ça? C'est pas sûr, parce que c'est vraiment très spécifique et tous les points que j'aimerais améliorer, c'est plus vis-à-vis du marathon des sables. Un Ok, peu plus de confort, peut-être des choses finalement un peu moins caloriques, mais que je préfère manger. Euh, c'est des choses plus pour le marathon des sables. Après, oui, je pense que maintenant, je crains un petit peu moins la chaleur. ouais. Ça, je peux peut-être un petit peu mieux gérer parce qu'à la fin, j'ai compris qu'il fallait vraiment se mouiller tout le temps la tête, ce que je faisais jamais durant les trails de façon générale. Et on s'en rend pas compte qu'on prend vraiment un coup de chaud. Donc là-dessus, oui, s'il fait chaud, je pense que j'arriverai peut-être, et encore, je suis même pas sûre, un peu mieux à gérer. Euh, Après, peut-être pour d'autres courses à étapes, oui, ça peut servir. Ça Ok, peut servir ou ok, des ok. courses dans le sable ou des courses vraiment par grosse chaleur. Mais de façon générale, sur des trails où on a des ravitaux, où on a de tout le temps, ça, non, ça me servira peut-être pas vraiment l'expérience que j'ai eue au marathon des sables. Ok. Parce que tu te projetais comment sur cette course en particulier? Est-ce que tu y allais pour la performance? Est-ce que c'était vraiment, entre guillemets, un tir d'essai, tu vois, pour te frotter à ce type d'épreuve, à étapes, dans un environnement particulier? Et à quel moment, et quel que soit, tu vois, l'état d'esprit dans lequel tu t'es lancé, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que bah, potentiellement ça allait le faire, que tu allais finir, que t'allais finir première? Alors au départ, j'allais vraiment pour la découverte et je voulais à tout prix finir. Savoir que j'étais Ok, capable de finir en ayant finalement un minimum sur moi. Parce qu'en fait, ce sont des courses où les barrières horaires sont extra larges et en fait, tu peux la faire tout en marchant finalement. Donc beaucoup de ouais, personnes sont capables de finir cette course. Bon, cette année, ça a été un peu exceptionnel parce qu'il y a eu 40% d'abandon du fait de la chaleur, mais les autres années, il y a beaucoup moins, il y a peut-être 5% d'abandon.
C'est des courses où même en étant bon marcheur et en ayant l'habitude de marcher très, 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 très longtemps sur des distances comme ça peut se faire. Donc, bon, déjà, mon objectif était de finir en courant et en étant plus ou moins bien, entre guillemets, et de pouvoir faire ces 6 jours et d'arriver à la fin, avoir ma médaille finisher. Après, bon, j'avoue, je suis toujours un petit peu compétitrice quand même, donc j'avais regardé un peu qui y avait et bon, j'espérais faire un top 5 peut-être au départ. Surtout qu'il y avait des gens, la plupart des filles qui étaient fortes l'avaient déjà fait. Je pense notamment à Raina Deba qui l'avait gagné il y a 2 ans, qui était aussi sur la course. Il y avait une Marocaine, Aziza, qui était aussi forte et qui était déjà arrivée, qui avait déjà fait, qui avait l'expérience de la course et qui est arrivée deuxième. Enfin, il y avait certaines personnes comme ça. Donc bon, les trails, on sait jamais trop, enfin les ultra trails, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc oui, Ouais. voilà, je me projetais peut-être faire un top 5. Et après, j'ai commencé à enfin, c'est parti très très vite hein, sur les premières étapes. Ragna a fait tout le temps première. Et ben, moi, finalement, je me suis rendue. Enfin, j'étais, je crois, deuxième les 2 premières étapes. Et même les 3 premières étapes. Donc là, ben, oui, on commence à se dire qu'on peut peut-être faire quelque chose, quoi. Ouais. Après, j'appréhendais beaucoup et notamment tout le monde appréhendait beaucoup cette étape de 90 km/h, de 90 km. Tellement qu'on appréhendait que c'était un sujet tabou en fait plutôt. On n'en parlait C'est jamais. vrai? On disait on verra bien, il faut pas trop se projeter, il faut faire étape par étape, mais on parle pas du 90, on en a parlé la veille, on a commencé à regarder la veille quoi. C'est vraiment un sujet tabou parce que sinon déjà que les 3 premières étapes sont dures, pourtant elles font tous entre 30 et 40 km. Et vaut mieux pas s'imaginer l'étape de 90 degrés, de 90 km, sinon ça démoralise un peu. Donc j'apprenais vraiment cette étape-là et ben, finalement, celle qui était tout le temps première sur les 3 premières étapes a pris un gros coup de chaud et ben, elle a terminé très très loin derrière. Et c'est à partir de cette étape-là donc, que je suis passée première au classement général femme. Et il ne restait plus qu'une étape, donc l'étape marathon, et qu'il fallait que j'assure pour passer première sur toute la course. Mais oui, c'est à partir du 90 km, l'étape de 90 km, que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais potentiellement terminer devant. En Là, il se sachant que passe quoi? le moindre coup de chaleur que tu as, il suffit que, bah, je sais pas, tu n'es pas bien sur l'étape du 42, la dernière étape, tu te mets à marcher et ben, tu peux perdre des heures et des heures. Et oui, bah, Donc, c'est ce que j'allais te demander du coup, tu vois? Qu'est-ce que alors là, on parle du marathon des sables, mais vu le nombre de courses que tu as fait, je pense que ça a déjà dû t'arriver, tu vois? De te rendre compte que, bah, ah, ça y est, la victoire, là, ça y est, c'est à portée de main. Généralement, comment est-ce que tu le gères ça? Est-ce que tu as une stratégie où tu restes quand même prudente? Est-ce que, tu lâches les chevaux et tu vas à fond, quitte à ce que ça explose en vol? Tu as quoi comme approche habituellement? je sais pas lâcher les chevaux en fait. J'ai jamais Le diesel terminé jusqu'au une bout. course en étant complètement effondrée. Ça m'arrivera peut-être un jour, mais jusqu'à maintenant, je sais pas faire. OK. Je sais pas me mettre dans le rouge rouge. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un blocage psychologique ou physiologique, hein, peut-être aussi d'ailleurs. Je sais pas faire. Donc, bah, je reste à mon rythme généralement. Je, je joue plus sur ouais, mon endurance et le fait que généralement tout le monde ralentit plus ou moins en fin de course, hein, de toute façon. Et j'ai jamais eu vraiment très très peu d'écart avec quelqu'un, bon, à part sur les trails très courts, les trails d'entraînement ou les crosses, etc., où il fallait vraiment que j'accélère pour être sûr qu'elle ne me rattrape pas. Ouais, OK. Donc, pour revenir sur le marathon des sables, la dernière étape de 42 km, mon objectif. Donc, il y avait Azizak, donc, qui était passé deuxième, j'avais creusé un écart de 30 minutes, je crois, en tout. Mais 30 minutes, ce que je disais, c'est que si on a un gros coup de chaleur qu'on se met à marcher, ben voilà, c'est un passe devant, quoi. Eh oui.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur l'étape du 90 où finalement elle est arrivée devant moi parce que j'ai eu tellement un gros coup de chaleur que je me suis mise à marcher et elle était au départ loin derrière et ben elle a fini 10 minutes devant moi. Donc mon but de la dernière étape était de gérer pour pas garder, enfin pour garder au minimum, enfin de pas qu'elle me prenne ces 30 minutes là. Donc Ouais. je suis partie assez prudemment et je me suis mouillée tout le temps, j'ai bu, enfin je me suis surtout pas mise dans le rouge parce qu'il faisait encore plus chaud, je crois, ce jour-là. Et voilà, finalement, je suis arrivée première et elle m'a pas rattrapée parce que ben, tout le monde avait tout donné à l'étape de 90 km. Mais voilà, j'ai vraiment géré dans la dernière étape, je suis vraiment pas allée à fond du tout, quoi. C'était, je gère et surtout, il fallait pas que je prenne de coups de chaleur. Ouais. OK. Ouais, c'est super intéressant ça aussi, tu vois, cette notion de gestion de l'effort. Finalement, c'est un peu tu vois, ralentir enfin ralentir, non, parce que tu as pas ralenti, mais j'ai l'impression que ce qui semble très bien fonctionner chez toi, c'est la régularité, la consistance. De ce que j'entends, en fait, une fois que tu t'es mise sur une allure, tu as cette capacité à rester dessus. Et ce qui te permet de finir en forme, en fait, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est peut-être ça. Par contre, ça peut être aussi un défaut du fait que ben, peut-être que je peux donner encore un peu plus, mais que je sais pas le faire. Ouais. C'est ce qui peut faire la Ok. différence avec quelqu'un qui va encore plus vite, quoi. C'est Faut que Ouais. j'arrive à passer ce cap, quitte à un jour à vraiment être épuisé et à ne pas pouvoir finir une course à cause de ça. C'est les seules fois où j'ai pas pu finir une course, en fait, c'est parce que j'avais été blessée. C'est pas parce que j'avais été pas bien durant la course. Ok. Ok. Super intéressant. Marathon des Sables, donc c'était quand? C'était il y a quelques mois déjà. Tu as enchaîné, assez rapidement, j'ai l'impression, avec d'autres courses. Je pense que ce sera du coup ma dernière question, c'est, même si tu es pas encore, pro, tu as un rythme qui est quand même, finalement, bah, celui d'une athlète, élite, hein. Si on dit qu'élite, c'est aux portes du professionnel, tu es clairement là-dedans et je trouve ça, moi, super impressionnant de voir, la capacité, que tu vois, des athlètes, des femmes, des hommes comme toi, bah, que vous avez à finalement enchaîner des efforts qui sont importants. Euh, Tu dirais que physiologiquement, tu vois, ou même mentalement, il te faut combien de temps généralement pour te sentir complètement remise d'une épreuve? Alors, le marathon des sables, c'est un peu particulier, mais peut-être, tu vois, d'un UTMB, d'un Eco Trail Paris, pour parler de d'autres courses que tu as faites et remportées d'ailleurs. Habituellement, tu as une période de repos à laquelle tu vois, tu t'astreins ou pas forcément? Alors, j'ai l'impression, mais je suis pas sûre que je récupère de plus en plus vite. Alors, je sais pas si c'est Ah mon corps ouais. qui réagit enfin, qui s'habitue finalement à récupérer de plus en plus vite ou pas. Euh, enfin, après le marathon des sables, c'était un peu plus mental, surtout que j'avais plus du tout envie de courir pendant quelques temps et que j'avais vraiment, enfin, c'est 7 jours de trail plus tout le reste à côté et voilà, le fait qu'on dort pas bien, qu'on mange pas bien, bon, j'ai eu un peu plus de récup, mais euh, généralement, je récupère très très vite. Par exemple, pour le Lavaredo, donc qui était ma dernière course. Donc le lendemain, j'étais un peu fatiguée, mais le lundi, donc 2 jours après, je me sentais comme si, bon, peut-être pas comme si j'avais rien fait, mais je me sentais très très bien. Et Ok. j'ai notamment enchaîné sur du vélo parce que là-bas c'est tellement beau que bon voilà, j'ai fait toute l'école de vélo, j'ai fait des 100 km d'un vélo enfin 2 jours après. C'était Oh, punaise. malgré, enfin voilà, après on est censé avoir une période de récup, donc mon entraîneur m'avait quand même mis 10 jours de récup à rien faire, mais bon, je lui avais dit que je peux pas les respecter parce que là-bas c'était tellement beau qu'il fallait que je fasse du vélo. Excellent. Parce que Voilà, non, t'as des faut quand même généralement quelques jours. Après, c'est vrai que j'ai quelques tendance jours. à bien récupérer. 2 jours, 2 jours, 3 jours. Ah, c'est Si je impressionnant. suis pas blessée Avec et qu'il n'y a pas des douleurs quelque part, voilà, ça peut arriver. Hein. Ouais, Après ouais. les tombées, j'ai eu un peu mal. Après certaines courses, enfin, quand j'ai été blessée, c'était beaucoup plus long, mais c'était plus dû à la blessure que à la fatigue. OK. Impressionnant. Eh ben, écoute, je t'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai encore une dernière, promis, pour conclure tout ça. Sur quel projet est-ce que tu te
concentres d'ici fin 2023? Est-ce qu'il y a une course en particulier, un voyage, un retour au Népal? On n'aura pas pu en parler, mais j'ai vu que tu avais fait un voyage visiblement qui t'a marqué au Népal. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel tu te concentres d'ici la fin de l'année? Alors oui, très bientôt, là, je vais faire la TDS Ah, excellent. fin août. Donc là, je suis en pleine prépa. Je suis en pleine prépa et fin de semaine, je monte à la montagne pour aller m'entraîner avec mon petit van pendant 3 semaines. Génial. Du Donc côté de voilà. Chamonix, du coup, pour être proche de la trace? Non, je vais pas aller aussi loin là. Je vais aller du côté d'Oron plutôt, je pense. C'est D'accord, pas ok. très loin et non, j'avais pas envie de trop faire de trajet. Puis il faut que je reste près de ma famille là en ce moment. Donc voilà, je voulais pas aller trop loin. Mais voilà, c'est la TDS. TDS. TDS donc. Ok. Mais tu dois bien connaître, il paraît que tu as fait la PTL là. Ouais, alors bien connaître la TDS, non, mais ouais, j'ai fait la PTL ouais, l'année dernière. C'était long et par contre, moi, le ratio course à pied marche était carrément l'inverse de ce que tu as fait sur le marathon des sables, tu vois, donc c'était plutôt même 95% de marche, 5% de course. Mais c'était déjà suffisant en termes d'effort, donc ouais. Mais si tu cherches un truc aussi long que le marathon, enfin aussi long, bah non, ce serait plus rapide, mais une épreuve un peu longue, je te recommande la PTL en termes d'expérience de partage, c'est assez chouette, c'est forcément en équipe. Donc, Ça a l'air ouais, très chouette, c'est une bonne expérience. mais bravo de l'avoir terminé. Hein, c'est un beau Eh ben challenge. merci. Ouais, c'était un gros chantier. Eh ben merci beaucoup Marilyn, on arrive au bout, c'était génial d'en apprendre plus sur ta pratique et puis surtout sur cette expérience récente du marathon des sables et ta victoire, encore bravo pour ça. Et puis écoute, excellente prépa pour la TDS alors. Merci beaucoup, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Merci Marilyn, bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Marilyn jusqu'au bout. S'il y en a à qui ça a donné envie d'aller se frotter au désert marocain, dites-le moi. Envoyez-moi vos feedbacks sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je vous propose chaque semaine du contenu entièrement gratuit que je m'efforce de rendre le plus qualitatif possible. Pour remercier tous ces frappés inspirants que je reçois, prenez quelques secondes maintenant pour laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets d'aventure, de dépassement et évidemment d'ultra trail. Merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode avec un aventurier qui a nagé de Calvi à Monaco en totale autonomie et presque sans assistance.